Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. En relations internationales, pour la diplomatie et consulaire. Je suis vraiment très heureux d'être ici ce soir, surtout de voir M. Hassan Louazani en direct, parce que je me rappelle avoir révisé sur beaucoup de ses ouvrages quand j'étais encore étudiant. Alors, je ne dis pas aujourd'hui un peu le sentiment que j'éprouve. Alors, moi, je voudrais tout d'abord aussi, certains ça pourrait intéresser, juste définir un peu le rôle, n'est-ce pas, des traités internationaux et des conventions internationales. Les conventions internationales sont faites, en fait, pour, d'une part, faciliter les relations entre les États, les faire évoluer de manière positive, aussi pour développer et faire évoluer le droit international public, et aussi, surtout, soulever les grandes questions qui concernent l'humanité. À ce propos, aujourd'hui, les Nations Unies parlent des ODD, des objectifs de développement durable, qui concernent bien sûr la fin de la famine, le droit au travail, les énergies renouvelables. Et je pense que dans ce sens, il va y avoir beaucoup de traités internationaux qui vont être établis prochainement. Le deuxième point, étant donné que j'ai fait mon mémoire sur le règlement tout différent du Sahara marocain à travers les Nations Unies, je peux dire que dans mes recherches, l'aspect des traités internationaux est très important dans la résolution de ce conflit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un nombre impressionnant de traités internationaux depuis le XVIIIe siècle. Et donc beaucoup, et qui n'ont pas été malheureusement pris en compte lors de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, ne cessent depuis le départ de qualifier et de faire d'exprimer ouvertement, explicitement qu'il s'agit d'un territoire marocain, à 100% marocain. C'est-à-dire que quand il y a eu les Portugais le premier jour, ensuite les Français, ensuite les Anglais, ensuite c'était tout simplement un territoire qui a été, comment dirais-je, qui a été exploité commercialement, c'est bon. Ça a toujours été ça l'intérêt des puissances étrangères au Sahara. Et aujourd'hui, cet aspect est, moi, c'est vrai, ça me désole quand je vois, c'est vrai que ça a été soutenu par les avocats du Maroc lors de la consultation de la Cour internationale de justice, pour dire que voilà, on a des traités européens qui disent que voilà, qu'il y a eu des étrangers sur cette terre, que le trône marocain même a toujours été souverain sur ces territoires. Et ça, c'est un point important que je pense que nos diplomates aujourd'hui et nos intellectuels doivent vraiment y travailler, parce que c'est ça la chose. Parce qu'en fin de compte, ce qui s'est passé sur l'avis consultatif, c'est quoi? C'est, on va dire, une sorte de confrontation entre le droit européen et le droit musulman sur la notion de la VA. Parce que les Européens ne comprenaient pas cette notion qui est juridique, qui est fortement juridique. C'est une notion juridique de premier ordre dans les relations entre administrants et administrés dans le pays, dans les pays musulmans. Une question d'abord. Oui, voilà. Alors, pardon. Excusez-moi, je me suis un peu trompé sur ça. Moi, ma question pour monsieur Hassan Chaddi Alami, c'est de savoir un peu. Hassan Louazani. Excusez-moi, c'est juste parce que j'ai été perturbé. Je connais très bien le nom. Et bon, je ouais. Alors, moi, ma question, c'est, s'il vous plaît, monsieur, aujourd'hui, quel est un peu le rôle des traités dans la résolution du conflit du Sahara marocain? Alors, on va peut-être dire quelques questions. Professeur à l'Université Mohamed V, à la faculté de droit à Rabat, professeur de droit international. Et bien sûr, j'ai suivi les cours du professeur Hassan Louazani Cheikhi à la faculté de Casablanca, puisque j'étais étudiant, j'avais suivi son cours de droit administratif en deuxième année. Quand je l'ai vu exposer, ça me rappelait un peu la belle époque. Donc, je suis très content de revoir certains professeurs, en fait, qu'on connaissait, puis des collègues aujourd'hui, professeur Mami, professeur Liva. Malheureusement, professeur Mani n'est pas parmi nous, mais bon, j'espère qu'on le reverra en très bonne santé. Alors, pour ne pas faire trop de d'étalage, juste
le livre, pour moi, c'est un apport doctrinal certain, pour la doctrine marocaine de droit international. Il y a du mal à percer, enfin. Moi, j'ai du mal, en fait, aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on puisse un peu formaliser les choses avec vous, avec professeur Bennani, avec le professeur Mohamed Bennouna, avec les pionniers du droit international au Maroc, c'est-à-dire ceux qui ont des écrits, des écrits d'un point de vue doctrinal, puis se situer par rapport aux courants doctrinaux du monde. Vous savez qu'aujourd'hui, Alain Péré, président de la Société française de droit international, avait parlé de crise ou d'effondrement du droit international. L'année prochaine, avec l'Académie de droit international, l'Académie américaine, ils organisent un colloque international, il y aura plusieurs internationalistes, pour parler un peu en fin de compte, des doctrines, et puis de l'avenir du droit international. Le réalisme, le volontarisme, l'objectivisme, vous avez parlé de Georges Seb, club sociologique pour international. Donc je pense que c'est un apport certain d'un point de vue doctrinal. Même les étudiants dans le cours du droit des traités en master, ils ont déjà utilisé l'ouvrage en question dans le cadre d'exposer l'article 27 de la Convention de Vienne de 69. Ne vous inquiétez pas, on est déjà au pied de guerre, on a déjà commencé à travailler dessus. Alors je reviens juste sur la préface du professeur Bennouna, juge international à CIJ. Il invoque l'article 27, je reviens sur ce qu'a dit le professeur Naimi, un peu, je vais rebondir, sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Et enfin juriste internationaliste, il souligne que le juge européen s'était trompé, en fait. Parce qu'il a utilisé la Convention de Vienne de 69, c'est-à-dire du 23 mai 69, et non le passé de 86 qui concerne les États et les organisations internationales. Or, l'Union européenne, c'est une organisation internationale du point de vue du droit international, parce qu'il y a une forme de volonté d'européaniser le droit des traités. En fin de compte, on est dans une interaction entre deux ordres juridiques. L'ordre juridique international et l'ordre juridique de l'Union européenne. Et c'est là où, en fait, se situe un petit peu cet accord d'association qui est, en fin de compte, considéré dans le cadre du droit de l'Union européenne comme étant un droit dérivé. C'est-à-dire qu'il est soumis, en fin de compte, par le juge au traité de Lisbonne, qui lui fait partie du droit primaire. Alors que ça n'existe pas en droit international. Il y a ce qu'on appelle le principe d'équivalence des sources. La coutume a la même valeur juridique que le traité, hormis l'exception de l'article 103 de la Charte des Nations Unies. Et en fin de compte, c'est là où il y a eu un problème. En fait, on s'est fait avoir, et on peut le dire comme ça, parce que faute d'avoir des juristes spécialistes du droit de l'Union européenne, et le fait de recourir à des cabinets étrangers, c'est ça le problème. On ne cesse de dire qu'il faut des formations au droit de l'Union européenne, et c'est ça le problème. Dernière question, et en fin de compte, dernier point, et là c'est une question qui est adressée à vous, spécialiste du droit des traités. Alors qu'est-ce que vous pensez du phénomène de dénonciation juridiquement organisé, initié par les États-Unis d'Amérique et l'Autriche qui emboîte un peu le pas pour le pacte sur l'immigration qui aura lieu à Marrakech? Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'excuse, monsieur Antoine, je dois prendre la parole en arabe, si vous me permettez. Alors, تابعت بحرقة وبمتعة المداخلة ديال السي حسن الوزلاني الشهيدي. قلت بحرقة بمتعة، متعة الاستيعاب العلمي وحرقة مكر التاريخ. سؤالي باختصار هو: ألا تعتقدون سي الحسن الوزاني أن المغرب تعرض لعملية انتقام ممنهجة ومدروسة عن سبق إصرار وترصد من طرف الدول الإمبريالية بطبيعة الحال من خلال فرنسا، التي استفادت من ضعف المغرب سياسيا وعسكريا واقتصاديا، انتقام بطبيعة الحال من تاريخه الكبير، تاريخه العريق الذي امتد على مدى جغرافيا المغرب الكبير وافريقيا وجزء من اوروبا، واقتصاديا بطبيعة الحال بحكم العلاقات الاقتصادية التي كانت تربط المغرب بدول اوروبيه وافريقيا وكذلك امريكا، وحتى من خلال العسكريه بطبيعة الحال التي ساعدت في تمدد المغرب جغرافيا. هذا هو السؤال. شكرا. Encore une autre. Nabihi Moubarak, avocat au barreau de Casablanca. Premièrement, je rends hommage à notre professeur Hassan Ouazani qui nous a enseigné le droit diplomatique, ainsi que hommage à notre professeur Abdouhad Malmi qui nous a enseigné les relations internationales entre 2006 et 2008. Hassan Ouazani a parlé largement dans
son intervention des problèmes de frontières entre le Maroc et l'Algérie à partir de 1844, l'année de la bataille d'Isli, que je la considère comme une bataille de solidarité pour l'Algérie, parce que à cette époque, l'émir Abdelkader organisait une bataille contre les Français. Cette bataille a duré une demi-journée et c'était une crise pour le Maroc parce que cette bataille a dévoilé les lacunes des Marocains. Notre Zdi Hassan a parlé aussi, a parlé de la perte du Touat et la Saoura en 1904 et après elle a parlé du traité de 1972 qui a été signé entre Feu Hassan II et Houari Boumedienne lors du sommet de l'Afrique, de l'unité africaine en 72, ici à Rabat. La question est la suivante. De point de vue droit international, ce traité n'a pas été appliqué par l'Algérie. De point de vue, l'Algérie a contrarié le Maroc à propos de son droit à son Sahara marocain. D'autre part, ce traité n'a pas été à parler de l'exploitation des deux pays des gisements de fer de Tindouf. N'a été pas exploité. Rajbilet qui se trouve à proximité de Tindouf. Ces gisements n'ont pas été exploités par les deux pays. Et merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kourma Oumar. Je suis doctorant à la faculté de droit étranger. Et voilà, j'ai eu la chance de faire le master à la fac de Casa auprès de mes chers professeurs. Et donc, c'est vraiment pour moi un honneur d'être là, de participer à la présentation de cet ouvrage qui participe au cadre dans lequel je m'inscris dans le cadre de mes recherches doctorales, puisque je travaille sur l'histoire moderne du droit international en Afrique et dans le cadre de la sociologie du droit international. Donc, tout récemment, j'ai eu un échange avec le professeur Dominique Gaurier qui a écrit un ouvrage sur l'histoire du droit international et justement, dans tout l'ouvrage, je lui disais, il n'y a aucune partie qui parle de la pratique africaine ou des entités politiques africaines dans le cadre de l'histoire du droit international. Et donc, je pense que l'ouvrage du professeur est vraiment l'un des témoignages exceptionnels que moi-même je pourrais même utiliser dans le cadre du réseau qui essaye d'élaborer l'histoire globale du droit international sous la direction de la professeure Emmanuelle Joannet. Donc c'est vraiment un premier point, je voudrais vraiment féliciter mon professeur dans ce sens. Et la question que j'aimerais lui poser, c'est que en lisant l'ouvrage à la bibliothèque de Rabat, dont le titre est « Les relations internationales africaines au XVIIe siècle », où l'auteur, qui est un Nigérian, essaye de présenter les relations entre le Maroc, l'Empire marocain, et l'Empire Songhai, qui est un empire ouest-africain, au XVIIe siècle. J'aimerais savoir, dans la perspective qu'il élabore concernant la pratique marocaine, est-ce qu'il accorde justement une place à ces relations sud qui ont été marquées certes par justement des temps de paix mais aussi des temps de guerre et donc des accords entre l'Empire marocain et les empires ouest-africains. Merci bien. Merci beaucoup. Alors je propose que nos intervenants s'assouillent à répondre à ces différentes questions et puis nous verrons si après on va conclure ou il y a encore une question, une remarque à faire. Alors, tu peux commencer. Moi c'est surtout pour
remercier nos collègues d'abord, le professeur Liba, le professeur Rémi, et bien sûr l'honorable assistance et ces questions qui ne font que m'enrichir. Le travail est toujours là, il est toujours à reprendre. Et tout de suite, pour mon ami, mon cher ami, c'est Omar Kourma. La question qu'il a proposée, ben, c'est peut-être le futur ouvrage, oui, l'autre édition, oui, sur la coopération sud du Maroc en Afrique, oui, peut-être. C'est une idée, je ne voulais pas le dire tout à l'heure, mais c'est une idée qui germe avec des collègues, peut-être. Vous serez d'ailleurs associé à ce travail, à Ali, etc. Donc nous pensons à ça. Ouais. Alors, je remercie aussi le professeur Liba pour toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées et pour la mise en valeur de ce travail qui me donne quand même une satisfaction personnelle. Parce que lorsqu'on fait un travail, on aime bien être évalué. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux indicateurs de la bonne gouvernance dont il ne faut pas avoir peur. Au contraire, l'évaluation et l'obligation de rendre compte. Chacun de nous peut absolument être évalué, se faire évaluer, professeur, gouverneur, ministre, ambassadeur. Si tout le monde fait ça, je crois qu'on avancera mieux. Et là, c'est quand même bien. Moi, j'aime toujours lancer des idées avec mes étudiants et je leur dis toujours, à la fin de l'année, moi je vous ai donné beaucoup de choses, mais vous ne m'avez pas donné quelque chose. Alors, il y a des étudiants parfois qui me donnent pas mal de choses. Je vous assure, ça m'enrichit. Il ne faut pas ignorer, il ne faut pas sous-estimer les étudiants. Lorsqu'ils disent, il faut absolument leur donner l'occasion de parler, de voir qu'on peut apprendre de chez eux. C'est très important. Là, je vous le dis, Ali, par exemple, a assisté à mon cours de droit administratif. Vous savez que ma formation de droit administratif, c'est grâce à mes étudiants. Plus les étudiants travaillent, plus ils me posent des questions, plus je travaille, plus il faut que je sois à la hauteur, et plus j'avance. C'est très bien. Alors, je remercie aussi notre ami, c'est agréable. Et je voudrais aussi mettre en valeur quelque chose que le professeur Liba a fait uniquement en tant que coordonnateur et délégué interministériel des droits de l'homme, c'est-à-dire ministre des droits de l'homme, le guide dont il a parlé. Moi, je lui ai demandé d'apporter des exemplaires, c'est formidable. Parce que moi, j'étais à Genève, et puis je parlais avec des membres du conseil, du comité des droits de l'homme, Aïe Marachor et d'autres, qui m'ont dit que le Maroc a fait quelque chose de très bien. Comment vous avez fait? Un guide pratique pour montrer comment faire un rapport devant ces comités qui sont nombreux maintenant. Donc, les 9 conventions avec les protocoles, vous imaginez, tous les pays qui ratifient, qui adhèrent doivent déposer des rapports, c'est facile tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, il a constitué une équipe et il a présenté un guide pour les États, comment travailler, comment présenter un rapport. C'est fabuleux, c'est formidable. Alors je remercie aussi mon cher ami, mon cher collègue Samuel Nalmi, qui justement a mis en valeur ce travail, mais je dois lui reconnaître aussi une chose essentielle, parce que lui aussi il est modeste, etc., il n'a pas voulu le dire, il est à l'origine des mélanges que certains collègues ont fait il y a 2 ans. C'est lui qui a eu cette idée. C'est lui qui m'a fait soumettre, qui a soumis ce projet et qui est maintenant publié, etc. Voilà. Merci. Bien entendu, concernant ce que tu as dit, c'est agréable dans l'islam, bien sûr. Moi, ce que je voulais éviter dans ce travail, je voulais éviter 2 choses. Je ne sais pas, je voulais éviter 2 choses. Parce que lorsqu'on parle du Maroc, j'étais coincé par 2 choses. Le côté religieux et le côté politique. Alors je me suis dit, vous me restez journaliste, partir du texte. Parce que le Maroc, c'est ça. C'est la tradition et la modernité. Il est coincé entre l'Afrique et l'Europe. Et il veut rester. Alors l'islam est toujours là. En voyant la prémontation, en suivant ce que le PJD a fait pour que cette prémontée ne soit pas nationale, que nous l'avions défendu. Une fois, on est resté dans les discussions jusqu'à 1h, 2h du matin. Et finalement, on est tombé sur quelque chose de flou.
exprès. Alors là, et vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on faisait cette constitution, il y avait une demande de constitutionnalisme extraordinaire. Mais on a oublié, et ça c'est très important, de bien travailler les mécanismes de mise en œuvre de cette constitution. Et ça, c'est ça le problème. Le premier problème que vous avez suivi, c'était lorsqu'il y a quelqu'un qui voulait constituer son gouvernement et est resté 4 mois. Pourquoi? Parce qu'il fallait choisir toujours le chef du gouvernement du parti qui arrive en tête de la gouvernement. La Constitution le disait. Mais il ne fallait pas mettre un point, il fallait dire au cas où. Voilà. Le plan B. Personne ne voulait faire le plan B, personne ne voulait. Mais je peux vous citer pas mal d'articles dans la Constitution, de bons principes, comme la parité. La parité c'est dans le futur, et ça, beaucoup d'exemples. Mais pour la mise en œuvre, actuellement, on trouve pas mal de difficultés. Voyez. Alors donc, je voulais éviter ce côté religieux et ce côté politique, et c'est à raison quand même de lever ce problème. Pour le statut avancé, bien entendu, on l'a eu en 2008, c'est déjà pas mal, parce que les Tunisiens sont en train de frapper ce rapport, les Algériens ne veulent pas. Ils disent nous avons le pétrole qui tombe du ciel, nous n'avons pas besoin de l'aide européenne, etc. Ça, c'est leur affaire. Mais nous, on a profité quand même, parce qu'on a fait des droits de l'homme, on a fait pas mal de choses, et puis nous sommes obligés, nous, et je l'ai dit dans la conclusion, sur l'Afrique et l'Europe, nous sommes africains, mais aussi avec des tendances européennes. On ne peut pas ne pas travailler et aller vers un continent qui marche à 1000 à l'heure, et c'est un avantage, parce que nous sommes à 15 km, à 15 minutes par exemple, et à 11 km, on voulait faire un pont même. Donc finalement, il y a toute une civilisation de l'autre côté qui avance, on ne peut pas rester les bras croisés et dire voilà, nous sommes dans le nôtre. Alors il faut absolument, nous sommes coincés, nous sommes obligés d'aller. Voilà, ça le statut avancé. Alors pour l'arrêt de la Cour de Luxembourg, il y a posé beaucoup de problèmes, mais actuellement, il reste un problème politique. Je l'ai soulevé, voilà. Je ne voulais pas aller très loin, parce que ça va m'en donner lieu à des critiques. C'est normal, je suis marocain, je suis pour ma cause nationale, et ça va m'emmener très loin. Je voulais quand même éviter ce problème, en attendant qu'il soit éclairci. C'est pourquoi, allez, je n'ai pas voulu, mais maintenant, dans le cadre d'un petit groupe de travail, avec Corona et les autres, tout très bien, avancer comme on l'a dit, etc. Oui. Il y a aussi une question sur les dénonciations, peut-être, je libère pas, peut parler de ça, et c'est l'ennemi. Bien sûr, l'histoire du Maroc, c'est pourquoi j'ai accordé une place au côté histoire, parce qu'on oublie le Maroc sur le plan de l'histoire. On parle du Maroc comme si c'est quelqu'un qui a eu son indépendance, comme une colonie, etc. Je disais à quelqu'un dernièrement à Genève, on parle de ça. Alors il me dit Madagascar. Je dis, on parle le Maroc à Madagascar. Madagascar, c'est un protectorat presque colonial. La reine Marina, bon, le protectorat a été institué sur Madagascar de 1888 à 1895. Et à un certain moment, la reine Marina qui est régnée a accepté de faire don de sa souveraineté à la France, et la France a annexé l'île qui est devenue une colonie. Le jour où Madagascar est devenue indépendante, il s'est posé pour la succession d'États. Alors il y a tout un ouvrage de Feu, notre professeur Feu Bardonnet, qui a fait tout un travail sur la succession d'État à Madagascar, qui est très important. Mais le Maroc, c'est pas Madagascar. Le Maroc est resté sur place. On a gardé. Le Daïr, on utilise, le Daïr a fait du Moyen jusqu'à nos jours. Et a continué, oui, même sur le plan international. Ce sont des cas qui font montrer à nos amis européens pour des discussions, mais pour mettre en valeur le Maroc. C'est ça ce que je voulais faire, oui. Bien sûr, si Moubarak et Nabil s'est dévié pour le problème des frontières, il s'agissait d'exploiter un gisement en commun, au début, gisement de la Juliette. Et les deux États étaient coincés par le tracé de frontières. Et après, on a dit, bon, il faut un tracé de frontières. Feu, c'est l'occasion d'exploiter ce gisement. Il y a aussi d'autres gisements. À Telsine, on a parlé certainement du pétrole marocain. On a fermé ce puits, qui est toujours fermé, parce que les Algériens ont créé un scandale, parce qu'il y a une infiltration, soi-disant, de leur gaz, de leur pétrole. On a fait une consultation, une étude juridique
On participe à ça pour montrer que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et sur une intervention d'une grande puissance que je ne peux pas citer ici. Pourquoi? Les choses, là. Vous la connaissez. Vous connaissez c'est les Américains. Alors, il y avait une insistance. Alors, puis tout ce travail-là était arrêté, etc. Mais il y avait quand même des recherches. Oui, ça c'est quand même très important pour lui. Maintenant, ce traité est là, on attend qu'est-ce qu'on va faire de cette frontière. Parce qu'il y a un tracé, il y a quand même, il est publié, etc. Donc, il faut absolument attendre le réchauffement climatique entre les deux puissances, entre les deux pays, l'Algérie et le Maroc, peut-être. Je dis bien le réchauffement et non pas la montée internationale. C'est très bien. Voilà, je crois que finalement, il n'y a pas d'autres questions. Hein. Voilà. Alors, il y a d'autres réactions, questions peut-être. Moi, peut-être, il n'y a pas de questions assez particulières qui m'ont été adressées, mais je voudrais quand même faire une remarque par rapport à l'ouvrage et à l'intérêt, en plus des intérêts soulevés tout à l'heure par mon cher ami Simaani. Donc l'intérêt de cet ouvrage, c'est l'appropriation correcte et profonde du droit international public, et en particulier des traités. J'assire un cours dans un master à la faculté de droit de Rabat. Vraiment, c'est déplorable, le niveau. J'assire un autre cours le deuxième semestre à la faculté à laquelle j'appartiens, c'est sociologie politique des droits de l'homme, et je leur fais la justice transitionnelle dans la section française. Et vraiment, on a besoin de ce genre d'ouvrage, de ce genre de livres, et il faut aller les chercher dans les bibliothèques et aussi dans les bibliothèques virtuelles par rapport au périodique. Il est déjà disponible, il est en rayon, je l'ai commandé. On l'a déjà commandé. Alors, une deuxième remarque, c'est par rapport à la place, à la primauté du droit international et des traités dans la Constitution de 2011. Il va falloir peut-être écrire un autre livre sur le contexte de l'introduction de cette disposition, comprendre le sens. Comprendre le sens, mais surtout à travers les mémorandums soumis à la commission qui a été chargée d'élaborer et de rédiger, consister les mémorandums émanant des partis politiques, des associations. Il faut accéder aux travaux par le droit. C'est tous les mémorandums qui me permettent de saisir la portée de cette disposition. Alors, par rapport au droit international général, par rapport à la question des dénonciations, qui est soulevée par le professeur tout à l'heure, je dirais au droit international, à la place du droit international public, du droit international général. Aujourd'hui, on parle du droit international global, ou le droit transnational. Donc, il y a des contraintes aujourd'hui, des contraintes et des situations qui permettent uniquement la dénonciation d'un pacte ou d'une convention, mais aussi le retrait de certaines organisations. Les Nations Unies, les États-Unis se sont retirés du Conseil des droits de l'homme. Il y a des défis que j'ai relevé 6 défis, et rapidement. Le premier défi, c'est ce repli identitaire. Aujourd'hui, il y a des replis identitaires dans toute la planète. On aurait aussi, qui s'expliquent par des facteurs religieux, par une certaine interprétation de la religion,
par des problèmes économiques, par des facteurs culturels, donc des replis. Et c'est un handicap par rapport à l'évolution et le développement du droit international. La deuxième contrainte, c'est la question migratoire. C'est la question migratoire qui aujourd'hui constitue un facteur aussi handicapant. Sachant bien que l'essentiel des migrations, de la mobilité des populations se fait aussi. Mais paradoxalement, il y a des réactions xénophobes et racistes même dans le Nord par rapport à certaines migrations d'ici vers le Nord. La troisième question, c'est la montée des populismes et la montée de la xénophobie et le racisme. C'est une taille par rapport au droit international. La quatrième contrainte, ou le quatrième défi, c'est la dégradation des ressources naturelles et de l'environnement, qui bien sûr engendre le déplacement forcé des populations. Et on a été optimiste lors de l'adoption de l'accord de Paris sur les changements climatiques, bien sûr, et la COP22 à Marrakech. Mais aujourd'hui, on constate que d'après le dernier rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental sur l'évolution du changement climatique, la situation s'empire encore davantage. Et ça impacte bien sûr le développement, parce que le socle aujourd'hui, c'est le droit international de l'environnement. Parce que le droit ne peut s'exercer que dans un environnement bien protégé, je ne dirais pas un environnement sain et équilibré, comme ça a été dit en 1972 dans la déclaration de Stockholm sur l'environnement. Le cinquième défi, c'est le défi des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, ces nouvelles technologies ne sont plus des moyens, uniquement des moyens de communication et d'information, mais ils deviennent des agents ou des acteurs de socialisation, y compris la socialisation politique, et ils influencent la diplomatie, ils influencent les relations internationales. Et ce sont les géants aujourd'hui, ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, des géants qui détiennent ce qu'on appelle le big data. Et donc ça, c'est aussi un défi par rapport au droit international. Comment réglementer, comment réguler? Les Européens se sont rendus compte, bien sûr, de ce dysfonctionnement entre les normes et la pratique des données entre l'Europe et les États-Unis. Ils ont adopté ce qu'on appelle le RGDP, le règlement européen des données personnelles, qui est entré en vigueur le 25 mai dernier. Elle a été adoptée en 2016 et il fallait laisser un délai de 2 ans pour que les opérateurs et les États se conforment aux nouvelles. Il ne s'agit pas d'une directive, mais d'une réglementation applicable d'office, qui ne nécessite pas règlement. Donc, ça, c'est un grand défi. Malheureusement, moi, je l'ai toujours proposé aux étudiants de travailler sur ces questions. Droit international. Et qu'il y a une dimension des droits de l'homme importante, qui est la protection des données à caractère personnel, et surtout les données les plus sensibles concernant la santé. Sixième défi, le dernier défi, peut-être je vais aussi terminer par une autre citation. Sixième défi, c'est le défi des langues. C'est pourquoi moi j'ai proposé à mes collègues, à mes amis, toujours depuis 30 ans, lors de l'ancien système, ancien système, et
le nouveau système des masters. J'ai aimé le terme master, je suis masterisant. Donc, master de faire des masters en français, en anglais. Ça ne porte pas atteinte à la Constitution, à la langue officielle. Parce que des langues de travail qui dominent aujourd'hui. Il faut maîtriser l'arabe. C'est notre langue officielle. C'est prévu par la Constitution. Il y a aussi la langue mazère. Par la Constitution. Alors, la citation, il y a une citation qui m'est venue à l'esprit d'Albert Camus. Albert Camus, dans son discours de réception du prix Nobel de littérature de Stockholm, le 10 décembre 1957, il a dit, et puis les générations, nous, il a dit, chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Merci. Quelques remarques. Bon, si vous le permettez, nous allons conclure cette passionnante présentation d'un livre. Ce que j'aimerais simplement dire, parce qu'on va prolonger, ayant moi-même pratiqué aussi, appris dans mon institut les différentes variétés du droit international, les doctrines américaines, la doctrine latino-américaine, la doctrine française, la doctrine allemande, la doctrine anglo-saxonne, enfin, etc. Alors, ça m'a donné l'idée qu'au fond, il y a plusieurs genres. On citait Camus tout à l'heure. Le plus grand défi de l'humanité, c'est quand même toujours la culture, la régénération culturelle. Et là, la science juridique est une de ses dimensions, la culture juridique. Alors, pourrait-on aller vers une culture juridique marocaine, une doctrine marocaine, une réputation de juriste marocain, à l'instar de ce qu'on a connu des grands juristes latino-américains, français, anglais, belges, etc. Donc là, je crois que cette séance, pour moi, me donne l'espoir, ayant vu tous ces esprits éminents, les questions qui ont été soulevées, l'intérêt pour ce discours, montre qu'il y en a une potentialité, mais il faudra la cultiver. C'est une petite équipe très souvent, ça ne concerne pas des masses, mais une petite équipe, mais qu'il faut ensuite se profiler. Déjà à la tête, c'est toujours le plus difficile de prêcher dans son village, d'être accepté dans son village, mais grâce, et je le sens, grâce à cette participation croissante, vraiment croissante, et méritée d'experts marocains, professeur Ouazeni, M. Aliba, dans tous ces comités, dans ces commissions, le Maroc a déjà, je dis pas de grands fauteuils, mais au moins une bonne place. Et il serait intéressant que d'ici une prochaine génération, la génération montante, puisse être pleinement reconnue en disant on a un problème dans les Nations Unies, on a un problème dans telle organisation internationale, on a un grand expert, il est marocain. Comme on dit, il est américain, il est français.